Donc moi c'est Laurent Morisseau, je suis l'hôte aujourd'hui de ce meet-up sur l'entreprise agile et aujourd'hui on reçoit donc Eli Casamichana, fondateur Docker Mentors, qui va nous parler du panorama mondial de l'exécution stratégique en 2025. Donc Eli, je te laisse la parole. Très bien, merci Laurent pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui en cette fin de journée. Donc merci pour votre temps et on va évidemment partager un maximum de valeur dans le temps qui nous est imparti et j'espère que vous en ressortirez avec de l'inspiration et des outils concrets pour avancer. Un point sur OKR Mentors, donc on est un organisme d'accréditation et de formation. On est présent partout dans le monde, en France notamment avec des pionniers comme Laurent ici présent, qui est parmi les premiers et les plus actifs et plus expérimentés en termes de formation OKR. Donc vraiment un partenaire privilégié en France et à nouveau merci Laurent pour l'invitation. Et notre mission, c'est de faire avancer les pratiques d'exécution stratégique à travers le monde. Donc voilà, ça a été fondé il y a 3 ans et je dirige ça avec beaucoup d'enthousiasme et une envie nouvelle d'avancer tous les jours. Je vais commencer avec une petite histoire. Est-ce que vous connaissez, vous reconnaissez ces téléphones? J'imagine que vous en avez tous eu un à un moment donné dans votre vie, dans votre carrière, peut-être il y a encore pas si longtemps. C'est Nokia. Nokia, ils étaient le numéro un de leur industrie jusqu'au début des années 2000. Et en fait, ils avaient un gros, gros pouvoir d'expansion. Et soudainement, ils ont disparu très, très vite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a beaucoup d'experts qui se posent la question et on se demande si c'est un problème de stratégie. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu le tournant du digital ou si c'est un problème d'exécution? C'est-à-dire, ils n'étaient pas capables d'exécuter efficacement. Bon, alors l'exécution, il faut savoir que Nokia, ils étaient très très forts en exécution, puisqu'ils avaient un nombre de téléphones impressionnant, qu'ils avaient un réseau de distribution à travers le monde entier et qu'ils avaient une chaîne de valeur et de déploiement qui était inégalée. Donc en termes d'exécution, ils étaient bons. En termes de stratégie, il se trouve que c'était les premiers à investir dans une division digitale, à créer un operating system et à avoir vu qu'il y avait un tournant du digital. Donc qu'est-ce qui a flanché? C'est pas la stratégie, c'est pas l'exécution, c'est l'exécution de la stratégie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils avaient bien défini une stratégie, mais au quotidien, dans les décisions qu'ils prenaient, ils étaient en désaccord avec leur stratégie. C'est-à-dire que pour protéger leur modèle précédent, ils n'allaient pas vers les nouveaux modèles. Et donc, de ce fait, ils ont été ralentis dans leur développement et peu à peu, euh, on les a moins vus. Par contre, il y a des téléphones qu'on a vus de plus en plus, c'est l'iPhone. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout l'inverse. C'est-à-dire que Steve Jobs, quand il est arrivé, alors évidemment, il y a beaucoup de polémiques autour de Steve Jobs, mais quand il est arrivé, il a diminué de 100 produits à 10 produits chez Apple, et il a diminué de 10 lignes de revenus à une ligne de revenus. Il a créé des équipes cross-fonctionnelles horizontales pour que les décisions soient le plus proches possible de la stratégie. Et ils ont développé en un temps record, évidemment avec aussi beaucoup de talent, l'iPhone qui est devenu un succès. Mais donc, le succès de l'iPhone, c'est pas juste du design, c'est aussi un- une obsession pour l'exécution stratégique qui a été très efficace. Et donc, il y a vraiment cette notion d'avoir la capacité d'avoir une vue hélicoptère et de comprendre les enjeux de l'industrie, de l'organisation et ainsi de suite. Et derrière ça, des enjeux de comment est-ce que ça influe, ça impacte nos décisions au jour le jour. Si maintenant on transpose ça dans notre réalité du quotidien, dans vos organisations, dans vos équipes, la réalité, c'est que quand on vient avec une nouvelle stratégie, mais souvent, on a notre travail qu'on va appeler dans certains cas le business as usual ou le run,
qui nous prend beaucoup de temps. Et donc, on va dire, on n'a pas le temps pour mettre en place la stratégie. C'est pas un manque d'envie ou de la mauvaise foi, c'est simplement qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et donc, on donne pas d'espace pour mettre en place la stratégie. Donc, les gens ils disent, on n'a pas le temps, on a trop de choses à faire, ou alors on le fait mais de manière pas efficace parce que le message il passe de différentes manières à différentes personnes et on se retrouve dans des situations pas confortables. Donc, pour les personnes qui sont en charge de la transformation, en charge d'atterrir les stratégies, c'est une situation qui est assez frustrante et qui évidemment isole beaucoup, puisque entre la stratégie qu'on définit à des niveaux de l'organisation où on est moins proche de l'exécution, et de l'autre côté l'exécution dans laquelle ben, on a des contraintes qui ne sont pas forcément comprises ou conscientisées ou adressées dans l'organisation, ben, on a du mal à joindre les deux bouts. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Tout ça, c'est des symptômes. Ce qui se passe derrière ça, c'est qu'on n'a pas un système efficace et agile pour exécuter la stratégie. Donc, quand on parle d'entreprise agile, c'est agile et capable de s'adapter à la réalité fluctuante. Et donc, les stratégies, c'est pas on fait un plan tous les 3 ans, c'est justement un apprentissage continu et des signaux qu'on doit être capable de récupérer pour l'envoyer vers l'organisation. Donc chez OKR Mentors, on a évidemment vu ça depuis longtemps puisque c'est notre sujet de prédilection. On a réuni 10 experts de notre collectif à travers le monde et on a étudié justement un modèle de maturité pour voir qu'est-ce qui différenciait les organisations qui justement performaient super bien en exécution stratégique des autres. Et à partir de là, on a fait une recherche à travers le monde que je vais vous présenter maintenant, qui est justement ce panorama mondial. Mais donc, pour s'arrêter 2 minutes sur justement ce modèle de maturité, on l'a voulu complet et le plus simple possible. Et en fait, il y a 5 dimensions clés. La première dimension, c'est l'alignement. Donc, obtenir de la clarté stratégique et s'assurer que les équipes soient alignées. La deuxième dimension, c'est l'exécution. Donc, s'assurer qu'il y a de la cadence, qu'il y a une responsabilisation de chacune des personnes impliquées et la capacité de travailler au travers de plusieurs équipes. Et la troisième partie qui est très importante, c'est l'amélioration continue. Donc des boucles d'apprentissage et la capacité d'ajuster la stratégie au fur et à mesure. Évidemment, ça vient recouper avec l'alignement. Et derrière, il y a 2 dimensions qui vont être des amplificateurs, amplificatrices. La dimension de propager, donc qui va vraiment être autour des systèmes, des gouvernances, des compétences, des outils. Et la partie d'habilitation, donc plus la partie culture, donc culture de la donnée, des résultats, le leadership qui justement donne de l'autonomie aux équipes et ainsi de suite. Et donc les 2 dimensions propagée et habilité, si elles sont adressées, elles vont aider à adresser les 3 autres. Et donc on a fait une recherche, on a recruté une agence de recherche internationale qui a demandé à plus de 200 leaders à travers le monde de remplir un autre modèle de maturité et qui nous a permis justement d'avoir beaucoup de données pour comprendre quels étaient les impacts des différentes pratiques d'exécution stratégique. Et c'est ça que je vais vous présenter ou en tout cas euh, introduire dans cette session. La première et la plus grande question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui différencie les meilleurs performeurs en termes d'exécution stratégique, c'est-à-dire les organisations qui sont le plus en avance en termes d'exécution stratégique. D'abord, est-ce que ça a un impact sur leur business? Alors ça, c'était une vraie question. Est-ce que c'est toutes ces organisations qu'on voit là qui sont des top performers? Est-ce qu'elles réussissent parce qu'elles sont bonnes en exécution stratégique? Eh ben, on en a trouvé une réponse très surprenante et très positive pour nous, c'est que la grande majorité voyait une corrélation directe. C'est-à-dire qu'il y a 83% des top performers qui progressent plus vite que le reste du secteur, et il y en a 57% qui dépassent leurs objectifs financiers, ce qui est bien plus élevé que le reste de l'échantillon. Donc ça veut dire que si on investit dans notre exécution stratégique, on a un impact sur notre business. Maintenant, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qu'elles font différemment des autres? Point numéro un, elles extraient l'essentiel du brouhaha. Elles sont focalisées. Donc on l'entend beaucoup, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ben, pensez à un embouteillage.
Donc vous êtes sur la route, il y a beaucoup de voitures, et vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Il doit y avoir un accident ou peut-être des rénovations. Et après 15 minutes d'embouteillage, vous ressortez, et en fait, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste trop de voitures. Et donc, à côté de ça, ce qu'on recommande beaucoup aux organisations, c'est vraiment de différencier la voie rapide du reste. Et de s'assurer, d'avoir un minimum de sujets traités en parallèle, pour pouvoir s'assurer que ça avance vite, mais surtout que sur la voie rapide, il n'y ait que quelques sujets, pour s'assurer qu'au moins sur cette voie rapide, on avance vite. Et peut-être que le reste va avancer à un autre rythme, mais en tout cas, sur cette voie rapide, on avance vite. Et c'est ça qu'on va appeler les priorités stratégiques. Alors, il y a un test facile. Si vous voulez, vous pouvez demander à votre équipe, à vos collaborateurs, collaboratrices, de vous nommer les priorités de l'entreprise ou vos priorités. Si vous avez des réponses différentes ou si vous en avez trop, c'est que vous n'avez pas de priorité et que vous êtes dans le cas de gauche, embouteillage. Donc, quand on demande dans la recherche à quel point est-ce que les dirigeants ont bien défini des priorités et qu'elles sont claires, 61%, 71% disent oui. Par contre, quand on demande au cadre moyen s'ils sont capables de lister les priorités, il n'y en a que 19% qui sont capables de le faire. Donc, c'est assez révélateur. Ça m'est arrivé de nombreuses fois qu'une organisation nous contacte et nous dise, voilà, on a des problèmes dans notre exécution, ça va trop lentement, on ne comprend pas pourquoi. Et on pose la question, OK, mais donc, euh, vous avez des priorités claires? Oui, oui. Et là, je pose la question aux différents membres de l'équipe de direction, quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités? Et quand j'ai fini le tour, j'ai 66 priorités. Et dans le cas que je cite là, de ces 66 priorités, on a défini trois axes stratégiques sur lesquels l'organisation s'est focalisée, ils les ont mis sur la voie rapide. L'un d'entre eux était d'ouvrir un nouveau marché et de se développer. Et 2 ans plus tard, ils sont devenus numéro un sur ce marché. Donc, sans focus, c'est impossible d'aller vite. Et c'est là vraiment l'un des grands différenciants des top performers. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, traduire la stratégie dans des objectifs actionnables. Et c'est important le terme actionnable ici. Deuxième sujet, donc c'était 2 sur 3, c'est pas travailler plus, c'est se concentrer sur ce qui a le plus d'impact qui compte. Donc on voit que les top performers, ils regardent de près quel est l'impact de ce qu'ils font et ils se focalisent sur ce qui a le plus d'impact. Et donc vraiment ici, l'idée, c'est de se focaliser vers les résultats, pas juste le livrable, de créer des espaces pour aller vers les résultats. Et donc, souvent, quand on travaille avec les organisations, elles vont justement se focaliser sur on va lancer un nouveau produit, on va développer une nouvelle plateforme, mais elles se déconnectent de la valeur qu'elles veulent créer. Et ça, c'est un des plus grands différenciants des top performers. 91% mesurent leur succès par l'impact délivré. On dira outcome en anglais, contre 33% pour le reste. Je vous donne l'exemple des projets IA. J'imagine que dans beaucoup de vos organisations, il y a des projets IA. Dans beaucoup de cas de figure, les projets ne fonctionnent pas. Et une des raisons principales pour lesquelles les projets ne fonctionnent pas, c'est pas parce qu'il y a un manque de skills ou un manque de budget, c'est parce qu'il y a un manque de clarté sur c'est quoi les outcomes qu'ils veulent aller chercher. Et donc, il y a une organisation qui nous a contactés pour cette raison. Et on a fait un atelier à ce moment-là pour s'aligner, dire, OK, quelle est la valeur qu'on veut délivrer à travers ça? Ils ont défini que c'était simplifier et fluidifier l'onboarding, et qu'on a défini par le temps d'onboarding et le pourcentage de drop-off. Et ensuite, une autre valeur qui était autour de faciliter l'accès à des produits dérivés qu'on va mesurer par le nombre moyen de produits utilisés par un client donné. Une fois que ces outcomes, cet impact était très clair pour les équipes, c'était beaucoup plus simple pour elles de piloter, de tester, de valider que ça fonctionne ou pas, de mettre plus d'énergie vers ce qui fonctionnait et d'arrêter ce qui fonctionnait pas. Donc c'est là l'importance de la pensée en outcome et d'aller vers justement la réflexion vers l'impact. Évidemment, dans un processus de planification, ça aussi, ça nous guide
vers qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit peut-être pas faire. Et donc, on n'est plus juste sur de l'objectif financier, ce qui est dans beaucoup de cas difficile de définir quelle est la valeur créée en financier. On va avoir des métriques d'outcome qui sont, on va dire, plus proches de l'équipe. Et évidemment, ça va nous permettre de nous focaliser sur les sujets qui délivrent le plus de valeur ou le plus de ROI. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire traduire vos objectifs en résultats mesurables. Donc, on passe de stratégie à objectif actionnable, puis à résultat mesurable. Le troisième, c'est d'intégrer la stratégie au quotidien. Donc ici, on parle vraiment de s'assurer que ça fasse partie du jour le jour de chacun et chacune dans l'organisation. Pourquoi? C'est comme quand on fait des nouvelles résolutions, si ça ne fait pas partie de notre discipline, on va l'oublier. Contrairement, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était enfant, on nous demandait de euh, bien mettre nos gants ou de nous brosser les dents ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, en fait, au début, on voulait pas le faire, c'était dur à mettre en place, mais une fois que c'était intégré, on ne pouvait plus s'en passer. Donc c'est un petit peu la même chose pour les méthodes et c'est un petit peu la même chose pour la stratégie. Si elle n'est pas dans le quotidien, on va pas la mettre en place. Et donc, dans beaucoup de cas de figure, les organisations, elles vont mettre la stratégie, elles vont la définir une fois par an, et puis ensuite, chacun rentre dans son quotidien. Et donc, il faut sortir de là, et les top performers, ils le font très bien en intégrant la stratégie au quotidien de chacun. Vous reconnaissez peut-être sur cette image Michael Jordan, numéro 23 des Chicago Bulls, un champion de basket, un icône international. Il a gagné de nombreux championnats avec la NBA. Vous connaissez sans doute moins la personne qui est justement à sa droite, à sa gauche, peut-être pour vous, qui s'appelle Phil Jackson. Et il y a une petite histoire autour d'eux. La petite histoire, c'est que Michael Jordan, il n'a pas gagné de titre avant que Phil Jackson arrive. Et Phil Jackson, c'était le coach de l'équipe. Il a mis en place un système qui s'appelle le système triangle. Et le système triangle, il l'a adapté, itéré autour de Michael Jordan et des autres membres de l'équipe pour s'assurer qu'ils correspondent justement aux équipes auxquelles ils faisaient face et que ça permettait de gagner euh, des matchs et puis des championnats. Ils ont gagné un championnat, deux championnats, trois championnats, ils ont gagné 6 championnats, ce qui est exceptionnel. Michael Jordan est parti à la retraite. Phil Jackson a changé d'équipe, il est allé aux Los Angeles Lakers. Et devinez ce qu'il a fait? Il a mis en place le système triangle et il a gagné un autre championnat, deux autres, trois, cinq autres championnats. Et donc ici, ça montre l'importance d'un système et d'une discipline au-delà des talents et des compétences qui évidemment sont clés. Mais donc le fait de l'avoir intégré au quotidien, d'itérer, de l'adapter en fonction du contexte, et c'est un élément clé. En pratique, dans la recherche, on voit qu'il y a 3 éléments clés qui reviennent. Le premier, se fixer régulièrement des objectifs. Donc pas juste une fois à l'année, mais avoir des cycles plus courts. Le deuxième, organiser des revues hebdomadaires. 96% des top performers comptent 27% pour les autres. C'est des espaces où on discute du progrès sur notre stratégie. Donc c'est pas juste on en parle une fois par an ou une fois par trimestre. C'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et ensuite, le troisième point, c'est autour des rétrospectives, pour s'assurer que l'organisation est apprenante. Et donc tout ça, c'est vraiment la recherche, les statistiques qui le disent. Évidemment, les experts vous le confirmeront. C'est ça qui permet d'installer, d'intégrer la stratégie dans le quotidien des équipes. Donc en pratique, il faut mettre en place un système adaptable et réplicable dans l'organisation pour exécuter la stratégie, et pas que ce soit ad hoc. C'est la manière de professionnaliser la stratégie. Donc, si je résume, extraire l'essentiel, se concentrer sur l'impact et intégrer la stratégie au quotidien, c'est ça les 3 éléments clés qui ressortent de cette recherche. Et donc, avec des objectifs mesurables, des résultats mesurables et un système adaptable et réplicable. Vous l'aurez peut-être vu venir, évidemment, les OKR, ils viennent vous aider à faire ça. Ils viennent vous aider à faire ça comment? Parce qu'ils vont vous aider justement à traduire la stratégie dans des objectifs actionnables, dans des résultats mesurables, tangibles, sur des périodes plus courtes, de 3 à 4 mois, et à traduire ça dans des activités.
Ces activités-là qui vont permettre de faire avancer la stratégie, on va aussi mesurer la valeur de ce qu'elle délivre et on va organiser des rituels pour justement en discuter, aiguiller les avancées, euh, accélérer quand on va trop lentement, trouver des ressources quand on a des enjeux, etc. Et aussi apprendre, puisque des fois, les stratégies sont mauvaises. Et donc, il faut être capable d'ajuster la stratégie au fur et à mesure. Et donc, c'est là qu'on parle de stratégie adaptive. Ici, on parle d'OKR bien mis en place. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas de figure, malheureusement, les OKR ne sont pas forcément bien mis en place. Il y a les cas où on met en place les OKR, mais on en définit trop. Et donc, du coup, les équipes restent dans une situation embouteillée. Il y a le cas où il y a plusieurs équipes qui vont définir leurs OKR. Et au final, en bas, on va avoir trois listes d'OKR sur lesquelles on doit contribuer. Donc, à nouveau, confusion, manque de clarté. Il y a le cas de figure où on fait des OKR, mais on ne les suit pas. Donc, il y a évidemment quelques ingrédients clés pour que ça fonctionne, mais dans beaucoup de cas de figure, les organisations, elles le font à moitié ou en tout cas pas entièrement. Donc, c'est important de bien le mettre en place. Et donc, les meilleures pratiques à ce niveau-là, évidemment, il faut aller un peu plus en profondeur, mais ce que je peux vous partager déjà aujourd'hui, c'est un, des cycles courts, 3 ou 4 mois, pour être dans quelque chose de tangible. C'est beaucoup plus facile de se projeter sur 12 à 16 semaines que sur un cycle annuel. Des check-ins réguliers et efficaces, donc quelque chose de court, intégré dans les réunions d'équipe. Une communauté de champions. Donc c'est important de s'assurer que la culture de réflexion vers l'impact, la manière de gérer les rituels soit efficace. Et pour ce faire, former une personne par équipe change vraiment la donne et permet d'intégrer les OKR dans les équipes, mais aussi de créer une communauté de strategic enablers, donc de personnes qui sont vraiment les porte-parole de la stratégie auprès des équipes et les porte-parole des équipes auprès de la stratégie. Il faut bien intégrer les OKR au processus. Donc, je pense il y a beaucoup d'entre vous qui doivent travailler avec différentes méthodes d'exécution ou d'agilité. Si on met en place les OKR à côté, ben, ça va créer de la confusion et un manque de clarté. Donc, intégrer par exemple les OKR juste avant le PI planning ou intégrer les OKR au processus de sélection des initiatives du portfolio ou s'assurer que quand on fait notre sprint planning, on voit comment ont progressé nos OKR. Donc, il y a évidemment plusieurs sujets. Je recommande de penser à trois dimensions. C'est 3 P. Donc, priorisation, tout ce qui touche à la priorisation, tout ce qui touche au planning et tout ce qui touche à la performance. C'est important que le tracking soit facile, rapide et intuitif. Donc, on ne rentre pas dans des usines à gaz parce qu'à ce moment-là, ça donne pas envie et les gens ne le font pas. Et le tracking, c'est pas juste le tracking des outcomes, c'est aussi faire un lien entre les activités et les key results. Donc, s'assurer qu'on arrive à lier quelles activités contribuent à quoi pour qu'on puisse voir sur toutes les activités qu'on fait où est le poids du corps, comment est-ce qu'on alloue les ressources, est-ce qu'on les alloue bien et efficacement. Et enfin, il y a une partie conduite du changement. Donc, s'assurer que les personnes comprennent pourquoi elles utilisent la méthode, c'est-à-dire que ce n'est pas du reporting ou une manière de les contrôler, mais c'est plus une manière de leur donner un cadre et les outils pour qu'elles puissent elles-mêmes contribuer à la stratégie et former les différentes personnes impliquées dans l'organisation. Donc, et après, on pourra faire une partie interactive avec des questions-réponses avec grand plaisir. Bien exécuter ne suffit pas, il faut exécuter stratégiquement. Les OKR aident à réconcilier stratégie, valeur et action au quotidien. Et les OKR aident à embarquer les équipes dans la stratégie, mais ils aident aussi le leadership à être embarqué dans l'agilité. Et je pense que ça, c'est un élément très important. Et donc, voilà, un jeune start-upper, Sun Tzu, que vous avez sans doute déjà vu et reconnu, confirme ça. C'est un grand stratégiste d'il y a plusieurs millénaires qui le dit dans un de ses préceptes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie, mais si on n'est pas dans la tactique, ça fonctionne pas. Et pareillement pour l'inverse. C'est vraiment important de lier les deux. Voilà pour la présentation.
Et puis on peut passer aux questions-réponses, Laurent, si tu veux. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que quelqu'un donc a une question à poser à Ellie? Sur les résultats, sur la méthode aussi peut-être que vous avez utilisée? Je peux parler de comment on a défini le modèle de maturité, si tu veux, Laurent. Ouais, rapidement, c'est intéressant. Ouais. Vas-y. Mais donc en fait, c'est né de la discussion de plusieurs experts, donc notamment en Hollande, en Scandinavie, aux États-Unis, et en France, dont Laurent d'ailleurs, qui me disait qu'il reconnaissait souvent qu'en fonction des organisations avec lesquelles il travaille, il y a des niveaux de maturité très différents, mais qu'il n'y avait pas forcément une grille de lecture claire et harmonisée à travers le monde. Et donc on était dans un atelier lors d'un de nos regroupements en présentiel. Et c'était un des sujets qui était revenu comme une nécessité ou en tout cas quelque chose d'intéressant à explorer. Donc on a créé un think tank sur le sujet et on s'est réunis. Et donc au début, les principales discussions, c'était ben, quelles sont les variables en fait, quelles sont les dimensions. Et donc de là, on a identifié les principales dimensions. Ensuite, on a défini qu'est-ce que ça veut dire être très bon ou être très mauvais dans chacune de ces dimensions. Évidemment, aligner 10 experts là-dessus, c'est tout un processus, donc ça a pris un petit peu de temps. On a aussi impliqué des gens dans les organisations. Et puis, on a créé un premier questionnaire à l'époque, 60 questions qu'on a envoyées à des organisations pour ben, voir un petit peu comment ça fonctionnait, quels étaient leurs retours et ainsi de suite. Ça, c'était en novembre 2024. On a eu des retours très intéressants, très enrichissants sur ce premier questionnaire, notamment qu'il était long, qu'il prenait beaucoup de temps à remplir et ainsi de suite. Et donc on a fait une deuxième version, et puis une troisième version, puis une quatrième version. Et donc de là est sorti le questionnaire qu'on utilise maintenant, notamment pour faire des diagnostics dans les entreprises. Et c'est ça qu'on a partagé avec l'agence de recherche qui nous a aidés dans ce processus-là. Euh, et donc, en parallèle du rapport, on a aussi créé tout un guide par rapport à ce modèle de maturité et un questionnaire que je peux partager aussi d'ailleurs si vous êtes curieux de l'essayer. Ouais, c'est un questionnaire d'une trentaine de questions, hein, c'est ça? C'est Trente ça. Donc cinq. maintenant, on est à 35 questions et ça 35, ouais. prend en moyenne 7 minutes 04. Ouais, les réponses sont calibrées. Et c'est devenu un produit hein, donc, pour pouvoir faire des audits, des diagnostics stratégiques. Ouais, tout à fait. Donc, vous pouvez l'utiliser, évidemment, c'est gratuit. Après, ce qui est intéressant, c'est si on demande à une équipe de le faire ou à une organisation de le faire. Donc, on l'a fait notamment avec des grosses institutions financières en France. On l'a fait avec des industriels européens, avec des sociétés technologiques aux États-Unis. Je peux pas donner des cas pratiques si ça intéresse. Je vous partage quelques liens ici. Notamment, donc évidemment mon LinkedIn, n'hésitez pas, on reste connecté, le panorama et le questionnaire, si vous voulez voir quel est votre niveau de maturité en exécution stratégique. Voilà, c'est dans le chat. Moi, j'aurais une question. Vas-y, Bonjour Cindy. Cindy. Ouais, j'aurais dit. Ce que tu as montré, c'est très simple, hein. Tu vois, t'as pas 36 milliards de couches. Là, actuellement, j'ai beaucoup de clients où, quand je regarde leurs couches au Caire, j'ai plein de couches, en fait. Et c'est Hmm. devenu, t'as dit à un moment donné, usine à gaz. C'est quoi les recommandations que tu ferais à ce niveau-là? Parce que tu parlais beaucoup de simplicité, de ce genre de choses, hein. Je suis tout à fait alignée avec toi. Euh, mais quand tu arrives sur des clients comme ça qui ont vraiment des couches docker, Ouais. ça serait quoi? Bah, je pense qu'on Laurent aussi peut y répondre. Il travaille, j'imagine, avec beaucoup d'organisations qui sont dans des situations similaires. Donc, je vais donner une première partie de réponse et Laurent n'hésite pas à compléter. Euh,
le, le- la philosophie que je partage en général, c'est euh, faites le plus simple qui va fonctionner. Et donc, ça veut dire quoi par là? Je pense que le niveau le plus élevé, il est critique. Il est important parce que c'est ça qui va créer l'alignement et le cadre. Mm. Le niveau des équipes, il est souvent critique parce que c'est là où on va exécuter. Et après, les niveaux intermédiaires, il faut se poser la question de quelle est la valeur ajoutée d'avoir des OKR dédiés. Et donc, dans certains cas de figure, évidemment, c'est intéressant. Donc, dans des grosses structures où ils ont des divisions avec leurs propres lignes de revenus, etc., ça vaut évidemment la peine. On n'est pas obligé d'avoir 8 niveaux. Donc là, ça, c'est un facteur de simplification déjà, c'est limiter le nombre de niveaux qui vont utiliser des OKR propres. Donc, tu peux hériter des OKR ou agréger les OKR du dessous. Tu n'es pas obligé de créer tes OKR propres. Puis ensuite, ce qui se passe dans les organisations matricielles, c'est qu'on va en avoir une liée à notre division et une liée à notre fonction. Et donc là, il faut donner le pouvoir aux équipes de voir par rapport à leur contexte qu'est-ce qui est le plus pertinent sur le cycle qui va venir avec évidemment une phase d'alignement. Euh, mais en tout cas, s'assurer que les personnes qui vont ensuite contribuer, exécuter, soient dans une position où elles se sentent euh, dans la capacité à définir leur propre priorité, puisqu'on sent que c'est là où souvent ça coince, c'est quand ça cascade, mais qu'en fait, c'est un héritage sans la contextualisation. Car voilà, évidemment, derrière ça, quand on travaille avec les organisations, bah, c'est des heures d'analyse, des interviews, bien comprendre le contexte pour donner une réponse plus spécifique, mais c'est les préceptes que je vois souvent. Laurent, je ne sais pas si tu as des perspectives complémentaires. Euh, Bah, une des questions, c'est à partir de quel niveau on commence. Donc, tu as dit de commencer au top. Pour l'alignement, hein, ça c'est sûr que c'est hyper important. Euh, Maintenant, quand on a des entreprises qui ont des divisions très autonomes, qui ont leur propre stratégie, donc on a plutôt une cascade stratégique d'abord. Donc on peut commencer les OKR au niveau du dernier niveau de décision stratégique, donc au niveau d'une business unit par exemple. À partir du moment où ces business units sont très autonomes, évidemment, hein, dès lors qu'elles sont liées, l'alignement est primordial et donc il faut commencer au top. Moi j'ai vu ça. Sinon, effectivement, comme le disait Ellie, c'est le niveau intermédiaire il faut se poser la question de ce niveau intermédiaire, mais là, après, c'est vraiment trop contextuel. Hmm. Je te rejoins tout à fait, Laurent. Je pense que c'est bien que tu marques et que tu fasses l'emphase dessus. On n'est pas obligé de le faire, notamment pour les boîtes du CAC 40, au niveau de la direction du CAC 40. C'est-à-dire qu'il y a, dans les organisations larges, il y a un intérêt à commencer plus bas, dans certains cas de figure, bien sûr. Mm. Quelquefois, de commencer au niveau de la DSI, c'est Mm. déjà pas mal, hein, finalement. Mm. Et la DSI a souvent, enfin, quelquefois, sa stratégie qui est propre. Donc, on peut partir de là. Maintenant, quand on déploie après dans toute l'entreprise, là, la question effectivement de revenir à un niveau supérieur se pose. Ouais. Mm. Mm. Parce que toi, Cindy, c'est dans des PME, des ETI, des grands groupes, Des très grands groupes. des très grands groupes, et on te demande de mettre en place les OKR, ou alors les OKR sont déjà en place à tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Les OKR sont déjà en place à tout niveau et moi j'interviens qu'à un certain niveau en fait. C'est ça. Mais ça me rassure parce que du coup je suis clairement alignée avec vous sur, comme tu as dit Ellie, la pertinence de savoir en quoi c'est utile d'avoir des OKR et si on peut pas simplifier en fait les OKR. Oui, Donc, dans certains cas, ça peut être hériter des objectifs du dessus et hmm, mettre juste ces qui résultent. Dans d'autres cas, ça va être agréger les qui résultent du dessous. Donc, il y a hmm, une manière de créer des synergies pour pas qu'il y ait 8 niveaux d'OKR différents et Ouais. que s'il y a 7 niveaux de hiérarchie, au niveau 7, on va avoir, s'il y a une centaine d'équipes,
2000 OKR à traiter, quoi. Mm. Ouais, le premier point, c'est comment tu décris, enfin, tu conçois, tu définis tes OKR. Si tu définis tes OKR en suivant la ligne hiérarchique, bah, tu es obligé d'avoir autant de niveaux hiérarchiques que de niveaux d'OKR, quoi. Maintenant, si tu des, si dans ton COMEX, tu définis des OKR non pas par département, mais des OKR transverses, des OKR business qui touchent à plusieurs départements potentiellement, en fait, naturellement, tu vas avoir moins de niveaux hiérarchiques parce que tu vas pas avoir une déclinaison qui va suivre cette ligne hiérarchique, cette ligne hiérarchique, cet organigramme, on va dire. Donc, c'est comment ça a été défini aussi qui peut impacter le nombre de niveaux. Ouais, bah, c'est un petit peu dans ce cas-là. Parce que je pense que je suis pas vraiment au niveau hiérarchique, je pense que c'est plutôt au niveau business. Et comme il y a des regroupements business aussi, je pense que c'est ça qui va aussi alléger en fait la structure. Euh, donc, euh, donc c'était ça. Hmm. Et je vous remercie, messieurs. Après, Laurent et Ellie, dans le chat, là, il y a une question de Jean-Pascal sur par où commencer en gros. Et si on se place dans la peau de quelqu'un qui est pas justement, qui n'a pas accès au top management, je sais pas, à l'échelle d'un département, une équipe, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Euh, on va faire ça ensemble, Laurent. Ouais. Moi, j'aime bien essayer de le faire le plus haut possible. Donc, pour les personnes dans les organisations, j'essaie de voir jusqu'où ils ont accès ou en tout cas une capacité d'influence. C'est-à-dire que si vous êtes dans une équipe, essayez de voir si c'est pas possible de le faire au niveau du département. Euh, Ce qui se fait beaucoup, comme le disait Laurent, c'est le faire au niveau de la DSI, au niveau produit et tech, ou au niveau customer success. Euh, et j'ai vu aussi dans certains cas, notamment des organisations qui travaillaient en safe, où en gros ils avaient choisi deux trains qui allaient utiliser les OKR. Et donc ça peut fonctionner à ce niveau-là. Il est vrai que les chances de succès et d'adoption long terme vont fonctionner si ça c'est une phase pilote et qu'on l'utilise après pour justement montrer que ça fonctionne, pour l'étendre au reste. Euh, et donc ça peut être des points de départ intéressants. Ouais, tout à fait. Une seule équipe, etc., un seul OKR, tout ça, c'est bien dans la phase pilote. Mais c'est pas la cible, c'est pas là où tu toucheras le plus de bénéfices, et c'est pas là. Les OKR, c'est un outil d'exécution de la stratégie. Donc, en fait, la stratégie, ça concerne quand même une bonne partie de l'entreprise. Donc, à un moment donné, il faut embarquer tout le monde et il faut embarquer la direction sur cet outil qui les concerne directement, dont ils sont responsables. Donc, ça, c'est important. Maintenant, la question, c'est pour commencer. Donc, commencer au niveau d'un train safe. Moi, je l'ai vu aussi commencer au niveau juste de la partie transformation, donc pas la partie business. C'est aussi une manière de commencer simplement. Euh, Moi, ce que je vois peut-être sur Meta OKR, c'est des OKR pour les OKR. Et donc, comment est-ce qu'on mesure le succès de la mise en place des OKR? Euh, et, euh, Et dans ce cas de figure, ça va dépendre du niveau de maturité, mais donc déjà mesurer la maturité en exécution stratégique. Donc maintenant, quand on accompagne les organisations, on fait, on va dire, un baseline au début, et puis ensuite, tous les trimestres, on remesure leur évolution dans la maturité en exécution stratégique. Et donc ça, c'est vraiment un indicateur très compréhensif, mais on ne peut pas l'avoir chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Donc, ce qu'on va utiliser, on va dire plus comme des indicateurs lead, des lead metrics, ça va être par exemple le nombre d'équipes qui ont mis en place des OKR, le nombre d'équipes qui font des check-in, le nombre de key results qui sont orientés à outcome, le nombre d'équipes qui vont faire des rétrospectives. euh, et après, potentiellement, on peut mesurer en fonction des raisons pour lesquelles on met en place les OKR. C'est-à-dire que si c'est pour l'alignement
On peut mesurer l'alignement. Donc, c'est possible de faire une question récurrente sur à quel point ton travail est aligné avec la stratégie cette semaine. On peut le faire sur euh, ce qui est orientation client. Donc, souvent, on se déconnecte du besoin client et donc on peut avoir une question là-dessus qui vient chaque semaine sur Slack ou sur Teams sur lesquels à quel point ton travail à quel point tu vois la valeur de ton travail pour le client cette semaine. On peut aussi le faire lié au nombre d'insights ou d'apprentissage sur le cycle. Donc voilà, ça dépend un peu des motivations, mais c'est quelques exemples. Donc, l'OKR du programme OKR. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut Cindy et merci pour ta participation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, je propose de clôturer. Donc, bah, merci Ellie pour cette présentation. Merci à tous de votre participation. Merci. Merci Et Laurent pour puis, l'invitation. Enchanté tout le monde et au plaisir de rester connecté. bah ouais, au plaisir de se revoir une prochaine fois. Allez, merci à tous.